Allons-y. Bienvenue à tous et à toutes au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Faire de la lutte à la corruption une priorité. On le sait, là, la corruption, c'est un sujet d'intérêt et c'est important de sensibiliser l'ensemble des entreprises et des organisations, étant donné que la corruption peut avoir un impact assez néfaste sur les organisations. Aujourd'hui, pour la prochaine heure, nous avons Raphaël Fournier qui va nous introduire à la norme ISO 37001. Il faut savoir que Raphaël est auditeur-chef et responsable du programme de la certification ISO 37001 au BNQ. Et il a évolué là, dans le marché financier et depuis plus de 10 ans, il est auditeur au BNQ pour les normes de système de gestion. Donc, assurément, il va être en mesure là, de nous donner un petit peu plus de détails sur la norme et la certification. Pour la prochaine heure, en fait, là, on vous invite à poser des questions durant le webinaire. Vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses. On va tenter de répondre aux questions là, au fur et à mesure que la présentation se déroule. Autrement, on se réserve un petit 10 minutes à la fin là, pour répondre aux questions. Sans plus attendre, je passe la parole à Raphaël. Merci beaucoup, Alexandrine. Bienvenue à tous et à toutes. Le premier élément que je voulais vous mentionner aujourd'hui, on a bâti une séance d'information. Donc, c'est un webinaire d'information et non pas une formation en profondeur sur la norme ISO 37001. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, puis il sera partagé à tous les participants et toutes les participantes. Donc, ça va vous être acheminé par la suite. Le webinaire est d'une durée d'environ 50 minutes, puis on se réserve 10 minutes pour des questions à la toute fin. Donc, vous pouvez les poser, comme Alexandrine a mentionné, dans l'onglet ou les garder pour la fin, puis on pourra en discuter ensemble. Donc, nous allons débuter. Notre présentation s'intitule « Faire de la lutte à la corruption une priorité ». Le plan de la présentation, l'introduction, donc la mission et services du BNQ. On va en profiter pour vous présenter notre organisme en même temps. Par la suite, la corruption. Il y a une section également sur les systèmes de gestion anticorruption, la norme et la certification ISO 37001, et par la suite, ce sera la conclusion. Donc, le Bureau de normalisation du Québec, c'est un organisme qui a été créé en 1961. L'an passé, on a fêté nos 60 ans. C'est une unité administrative d'investissement Québec depuis environ 2 ans, je vous dirais. Il y a plus de 65 employés. La mission du BNQ, contribuer à l'essor économique et social du Québec en offrant les certifications et les normes dont les entreprises des divers secteurs d'activité économique ont besoin. Donc, on est un bon partenaire pour les entreprises. L'offre de services du BNQ pour répondre à tous vos besoins. Donc, c'est la certification de produits, de processus, de services et de systèmes de gestion. Parfois, vous pouvez voir si vos enfants jouent au hockey, sur des pièces d'équipement de hockey, c'est un petit logo BNQ, sur des tremplins de piscine, toutes sortes de produits de la sorte. Le deuxième élément, vérification de déclaration d'émissions de gaz à effet de serre. Troisième élément, évaluation de laboratoire, comme les laboratoires médicaux, par exemple. Élaboration de normes consensuelles et autres documents normatifs. Et le cinquième élément, gestion de divers comités en lien avec l'ISO. Les secteurs d'activité du BNQ depuis plus de 60 ans. Donc, il y a des normes et on interagit dans le fond avec les secteurs agroalimentaires, l'environnement, les infrastructures, santé et mieux-être au travail, la foresterie, gestion des organisations et la protection et sûreté. Gestion des organisations, c'est le secteur là, qui est en lien, entre autres, avec la norme ISO 37001. Donc, si on va un peu plus dans le vif du sujet, la corruption. Qu'est-ce que la corruption? La corruption se définit comme une offre, une promesse, un don, une acceptation ou une sollicitation d'un avantage indu de toute valeur, financière ou non financière, directement ou indirectement, du ou des lieux, en violation des lois applicables pour inciter ou récompenser une personne à agir ou à ne pas agir dans le cadre de ses fonctions. C'est une définition qui est tirée de l'ISO 37001. Donc, au début, comme ça, je vais vous faire une couple de définitions qui sont un petit peu plus théoriques. Par après, ça va devenir un peu plus dynamique. Mais pour s'asseoir sur des bonnes bases, on va regarder quelques définitions de concepts importants. Donc, pourquoi lutter contre la corruption? Selon la Banque mondiale, plus de 1000 milliards de dollars américains de pots de vin sont versés chaque année, avec des conséquences désastreuses en termes de fragilisation de la stabilité politique,
d'augmentation des coûts pour les entreprises et d'accroissement de la pauvreté. Au niveau mondial, elle représente un obstacle significatif au commerce international, alors que dans les entreprises ou les organisations, elle a des répercussions sur la motivation des employés. Donc, toujours tiré de ISO. Comment lutter contre la corruption? Il est important pour les dirigeants qui sont responsables de la lutte contre la corruption au sein de l'organisation de consacrer annuellement les efforts et les budgets nécessaires afin de réduire les opportunités de commettre des actes de corruption, la motivation de commettre des actes de corruption et la rationalisation de commettre des actes de corruption. Donc, ça, c'est tiré de M. Marc Tassé de l'Université d'Ottawa, de qui j'ai eu le privilège de recevoir des formations. Donc, lorsqu'on dit consacrer les ressources nécessaires afin de réduire les opportunités de commettre des actes de corruption, donc c'est de diminuer la perception que les gens vont avoir qu'il y a une facilité à faire de la corruption. Donc, essayer de diminuer les opportunités. La motivation. Donc, c'est de trouver des façons de peut-être implanter des bons cadres éthiques pour diminuer la motivation de commettre des actes de corruption. Puis, la rationalisation, c'est au moment où les gens se disent, bon, ben, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Fait qu'ils essayent de rendre rationnel le fait de commettre un acte de corruption. Donc, on doit, bien sûr, lutter contre ça. Quelques indicateurs de corruption, donc des signaux d'alerte, des éléments auxquels qui devraient lever des petits flags rouges chez vous. C'est sûr que c'est un peu caricatural. Ce que je vous ai mis là, c'est des éléments qui sont un petit peu qui sont connus, mais néanmoins, ça vaut la peine de les réviser pour aiguiser vos réflexes en matière de lutte à la corruption. Donc, quelques indicateurs. Le premier, on dit un promoteur immobilier invite un employé municipal ou un élu au restaurant pour discuter de zonage. Donc là, on peut changer employé municipal, élu par n'importe quelle personne au sein de votre organisation qui est en position d'autorité. Deuxième élément, un dirigeant d'une firme d'ingénierie ou de construction offre des services à taux préférentiel à un employé municipal ou à un autre type d'employé ou un élu en échange d'informations confidentielles avant ou pendant l'appel d'offres pour la réalisation d'un projet. Donc, on voit dans le fond, c'est toujours un échange, un service qui est offert en retour d'un service qui ne devrait pas être reçu normalement. Troisième élément, un employé municipal accepte un petit présent en échange de l'émission d'un permis de rénovation ou construction dans un très court délai ou encore l'émission d'un permis pour un projet ayant de légères irrégularités. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la corruption, normalement, ben, régulièrement, ça va débuter petit au sein de l'organisme. Les gens n'arriveront pas avec offrir 45 000 pour un service d'un coup sec. Ça va souvent commencer par des échanges de petits services et ça va aller en s'accroissant au fur et à mesure que les gens vont avoir le bras dans l'engrenage. Donc, il faut rester vraiment vigilant à tous les petits signaux d'alerte qu'on peut avoir au sein de son organisation. Les trois prochains sont un petit peu plus pointus. On mentionne un informaticien mandaté pour rédiger les appels au marché de son organisation, mais des critères technologiques qui font en sorte de limiter au minimum les soumissionnaires potentiels. Donc, lorsqu'on a une grande organisation, qu'on fait des appels au marché pour recevoir des offres de services, si les personnes qui sont en place déterminent les critères, s'ils émettent des critères qui sont vraiment trop pointus, ça peut faire en sorte de diriger les appels au marché vers un seul soumissionnaire ultimement potentiel. Donc, il faut rester vigilant là-dessus pour s'assurer que plusieurs entreprises peuvent soumissionner lorsqu'on fait des appels au marché. À ce moment-là, il y a moins de chances de corruption s'il y a beaucoup de joueurs. Deuxième élément, dans un contrat cadre d'acquisition de fournitures ou dans un projet ou dans un devis, un ingénieur indique les produits nécessaires par leur appellation commerciale plutôt que leur spécification technique. Donc, également, si on veut s'éloigner des risques de corruption, si les gens décrivent seulement ce dont ils ont besoin, on a plus de chances de recevoir des offres multiples. Tandis que si on dit on a besoin de tel produit, bon, la personne qui a rédigé l'acquisition a peut-être des liens avec un ou des fournisseurs. Donc, on peut essayer de parler vraiment en spécification technique ou en termes de besoins plutôt qu'en termes de produits. Sixième élément et dernier, la personne responsable de l'attribution d'un contrat autorise des demandes d'extra alors qu'une tierce personne a déjà été mandatée pour être gestionnaire du contrat.
Vous savez, au niveau de la séparation des pouvoirs dans une organisation, il est sain que la personne qui attribue les contrats ne soit pas la même personne qui gère les contrats. Parce qu'à ce moment-là, elle peut développer une trop grande proximité avec l'entreprise retenue. Donc, il peut y avoir une personne qui attribue le contrat, par la suite, une personne qui fait la gestion du contrat, puis c'est des personnes complètement différentes. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y aura des demandes d'extra, ben, ils seront analysés avec un œil qui sera possiblement plus objectif. Maintenant, l'indice de perception de la corruption en 2020 dans le monde, vous voyez, plus les pays sont foncés, plus il y a un indice de perception de corruption qui est élevé. Donc, ça représente des défis significatifs là, pour les pays qui sont de plus en plus foncés. On voit qu'au Canada, Canada-Québec, on est un orange pâle, ce qui est moins bon peut-être que les pays scandinaves et quelques pays, mais c'est quand même pas si mal. Maintenant, si on va directement au système de gestion anticorruption, le système de gestion et l'individu. Qu'est-ce qu'on mentionne? Le système de gestion anticorruption permet à l'individu de bien cerner les facettes de son travail qui peuvent faire l'objet de tentatives de corruption. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est au moment où on va mettre en place un système de gestion anticorruption, on va faire beaucoup de réflexion. On va faire beaucoup de travail d'équipe. On va vraiment essayer d'identifier, faire des comités qui vont identifier c'est quoi les risques qu'on a au sein de notre organisation. Fait qu'à ce moment-là, comme les employés sont beaucoup impliqués, l'individu peut en venir qu'à bien cerner c'est où qu'il y a des vulnérabilités, c'est où que les gens pourraient essayer de le corrompre. Donc, ça va aiguiser ses réflexes ultimement. Deuxième élément, le système de gestion anticorruption fournit à l'individu les outils pour respecter les principes éthiques dans ses activités quotidiennes et pour signaler ses préoccupations en toute confidentialité. Donc, il est prévu, lorsqu'on met en place un système de gestion anticorruption au sein d'une organisation, d'implanter des lignes de signalement, d'implanter des comités, exemple, de gestion éthique. Puis, par la suite, il est prévu également que ces signalements-là vont mener possiblement à des enquêtes, vont mener à des sanctions. Donc, l'individu, il ne se sent pas seul là-dedans. Il y a des outils, il y a des ressources pour pouvoir signaler ses préoccupations en termes de corruption. Troisième élément, le système de gestion anticorruption aide l'individu à adopter des réflexes éthiques dans ses relations professionnelles. Donc, plus la personne est sensibilisée, plus elle a des connaissances sur c'est quoi la corruption, comment ça se vit la corruption, plus elle va avoir des bons réflexes dans ses relations professionnelles. Elle ne se mettra pas dans une position de vulnérabilité. Elle va voir les signaux, elle va se garder loin de ces situations-là. Maintenant, le système de gestion anticorruption et l'organisation au-delà de la corruption. Donc, on mentionne au-delà de la lutte à la corruption, le système de gestion anticorruption, comme son nom l'indique, est avant tout un système de gestion. Vous savez, il en existe en environnement, en efficacité énergétique, en qualité. Donc, c'est un système de gestion. L'implantation d'un tel système au sein d'une organisation aide à la structurer et à mobiliser les gens vers des objectifs communs. Une des grandes retombées est l'accroissement des communications transversales au sein de l'organisation. Donc, lorsqu'on va implanter notre système de gestion anticorruption, comme on doit faire des grandes réflexions, tout le monde ensemble, comme on doit identifier nos vulnérabilités, on va développer des liens entre les équipes de travail, puis ça va vraiment favoriser le bon fonctionnement de l'organisation. Donc, en plus de la lutte à la corruption, l'organisation qui se dote d'un système de gestion anticorruption peut choisir d'étendre son système à tout acte répréhensible. Donc, la collusion, la fraude, le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, et ainsi maximiser les retombées de l'implantation de son système. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, les gens vont se dire, ouais, implanter un système de gestion anticorruption pour peut-être avoir 8 cas de corruption allégués dans une année et 2 cas de corruption avérés. Donc, les gens peuvent penser que c'est un peu lourd. Mais le système de gestion anticorruption, comme on vient de le mentionner, peut vraiment s'étendre à tout acte répréhensible. Fait qu'à ce moment-là, on va vraiment rentabiliser le système de gestion d'un point de vue organisationnel. Troisième élément, pour continuer là-dessus, on dit le bénéfice le plus significatif constaté par les organisations à la suite de l'implantation d'un système de gestion anticorruption et sans contredit l'émergence d'une culture d'intégrité au sein de son personnel.
Donc, lorsqu'on atteint, notre système de gestion atteint une certaine maturité, puis qu'on a vraiment réussi à implanter la culture d'intégrité dans l'organisme, c'est là que ça devient vraiment payant d'un point de vue, d'un point de vue de ses relations avec les autres organisations. Maintenant, la norme et la certification ISO 37001. Là, on tombe un peu plus dans notre spécialité à nous. Donc, le ISO 37001 en quelques dates, mots et images, ça provient d'une norme qui avait été implantée en 2011 en Angleterre. Il y a eu diverses démarches, puis on est arrivé en 2016 avec une norme internationale qui est la norme ISO 37001. Je vais vous lire un petit texte, ce ne sera pas très long parce que c'est quand même intéressant. C'est vraiment de la naissance à aujourd'hui pour tout ce qui est de l'anticorruption. Donc, on mentionne inspiré de la norme britannique BS 10500, qui est Anti-Bribery Management System. La norme ISO 37001, système de management anticorruption, est la première norme internationale sur le sujet et elle a été publiée en octobre 2016. Elle se fonde sur les recommandations de différents gouvernements et organisations, comme la Chambre de commerce internationale, l'Organisation de coopération et de développement économique, ce qu'on appelle souvent l'OCDE, Transparency International, qui représente un consensus mondial sur les meilleures pratiques de lutte contre la corruption. À titre indicatif, 37 pays membres de l'ISO, dont le Canada, et 65 experts ont participé à la rédaction de cette norme. Cette norme vise à aider les organismes à lutter contre le risque de corruption au sein de leur opération et à tous les niveaux de leur chaîne de valeur mondiale. Elle offre un cadre général souple destiné à prévenir, détecter et faire face aux actes de corruption, qu'ils soient commis par ou pour le compte de l'organisme, ses employés ou ses partenaires commerciaux. Des facteurs tels que la taille de l'organisme, les pays et les secteurs dans lesquels il opère et la nature, l'ampleur et la complexité de ses activités ont une incidence sur le risque de corruption. C'est pourquoi ISO 37001 spécifie que l'organisme doit mettre en œuvre des politiques, des procédures et des moyens de contrôle raisonnables et proportionnés. Vous voyez donc que toutes les sommités mondiales se sont penchées, se sont réunies pour en venir à accoucher de cette norme-là en 2016. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a été laissé au hasard. C'est une norme qui est très bien faite et très bien structurée. Donc, pour résumer, l'ISO 37001, c'est quoi? L'ISO 37001 est la norme internationale qui définit les exigences à fournir, qui définit les exigences et fournit des préconisations pour l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour, la revue et l'amélioration d'un système de management anticorruption. Ce ne sera pas très long, messieurs, dames. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, pourquoi une certification ISO 37001? Premièrement, améliorer la performance globale de l'organisation. Comme nous mentionnons tantôt, le système de gestion anticorruption est d'abord et avant tout un système de gestion. Donc, ça peut améliorer la performance de l'organisation à bien des égards. Sécuriser ses processus internes par une identification des défaillances organisationnelles, techniques et humaines. Renforcer la réputation et la confiance dans l'organisation de la part des investisseurs, des propriétaires, des donateurs, de la communauté financière, des clients, des fournisseurs, des salariés et des autres parties prenantes par le respect des critères environnement, société et gouvernance. Donc, la norme 37001, bien sûr, est plus au niveau de la gouvernance. Si vous ne connaissez pas encore les critères ESG, c'est certain que vous allez en entendre parler dans les prochaines années. C'est un élément qui est de plus en plus mis de l'avant au niveau international, soit par les institutions financières, par les gouvernements. Donc, les gens vont vérifier de plus en plus la probité des organismes dans lesquels ils vont investir et avec lesquels ils vont faire affaire. Donc, ça, c'est très important. Également, une certification ISO 37001 pour mieux prévenir le risque juridique et pénal. Vous savez, en tant que société, si jamais il y a des actes de corruption, on l'a vu dans les médias dans les dernières 10, 15 dernières années, ça peut mener à des accusations, donc au niveau juridique et pénal. Ça ici, deux petits tableaux, les certificats ISO 37001 au 31 décembre 2020. Dernière fois que j'ai vérifié, les données 2021 n'étaient pas encore sorties. Donc, excusez, je m'en excuse. Donc, c'est des données qui datent de 2020. Donc, on voit que les 15 pays ayant le meilleur indice, lorsqu'on regardait la carte tantôt, qu'on avait nos couleurs, donc les 15 pays qui étaient les plus pâles, si on peut dire, ils ont 63 certificats ISO 37001 qui couvrent 232 sites. Ce qu'on doit comprendre, c'est que on peut avoir plus d'un site, là, si on a des usines à différents endroits dans le pays ou dans le monde. Là,
on peut avoir une certification de chacun des sites. Donc, 63 certificats, 232 sites. Et les 15 pays qui étaient le plus rouge foncé, il y a seulement un site. Il n'y a aucun certificat qui a été émis directement dans ces pays-là, mais il y a un site qui était couvert, qui était en République démocratique du Congo. Donc, on voit qu'il peut y avoir une corrélation entre l'intérêt vers le 37001 et la bonne perception des populations face à l'indice de corruption. Maintenant, si on parle plus proprement du BNQ, donc le rôle de l'organisme de certification, évaluer la conformité du système de gestion anticorruption à la norme ISO 37001. Le rôle de l'organisme de certification n'est pas de détecter des actes de corruption, mais bien de porter un jugement à savoir si le système de gestion anticorruption en place est en mesure de détecter les tentatives de corruption et les traiter adéquatement. Donc, ça, c'est bien important. Il y a peut-être des organismes dans le passé ou même encore aujourd'hui qui hésitent à aller vers une certification ISO 37001. Ils ont un peu peur qu'un organisme de certification vienne mettre les yeux dans leur système, dans leur documentation. C'est important, comme on vient de mentionner, que notre rôle, c'est pas d'essayer d'aller détecter des actes de corruption. Il y a des très bons organismes en place là, qui ont un rôle plus de ce type-là. Nous, c'est d'aller voir la robustesse de votre système, de vos processus, de voir s'il y avait des tentatives de corruption qui se faisaient envers votre organisme. Est-ce que le système serait vraiment en mesure de les détecter? Est-ce qu'il serait en mesure de le gérer de A à Z, donc du début jusqu'à la fin où il peut y avoir enquête et sanctions de votre part. Ça, c'est important de faire une distinction. L'audit ISO 37001, donc la préparation, la planification de l'audit. Première chose, on fait une évaluation préliminaire afin de s'assurer que l'organisation est prête à se faire auditer via des rencontres préparatoires et une revue documentaire du système de gestion anticorruption. Donc, on ne débarque pas le jour 1 chez vous pour voir, pour mener un audit et arriver avec tout plein de constats. On va avoir des échanges avec vous auparavant. On va regarder, est-ce que vous êtes rendu assez loin dans votre préparation? Est-ce que votre système a déjà fait un tour de roue pour s'assurer que l'audit va être payant pour toutes les parties? C'est-à-dire que nous, on va être en mesure de réaliser un audit, puis vous allez avoir des résultats qui vont vous permettre d'aller plus loin avec votre système de gestion anticorruption. Deuxième étape, si la première étape est concluante, vous êtes prêt à subir un audit, on va faire la planification de la visite d'audit sur site. Donc, nous, de notre côté, on va préparer notre équipe parce que c'est pas une personne seule qui va faire ça. On va travailler en équipe. On va préparer l'équipe d'auditeurs. On va planifier les vérifications, qui, quoi, de quelle manière, par qui. Donc, nous, on peut arriver chez vous, exemple, avec des personnes qui sont très fortes au niveau jury comptable, des personnes qui sont des spécialistes en cybersécurité, informatique. Donc, c'est ça. C'est une équipe on essaie d'avoir une équipe qui est multidisciplinaire. Donc, ça, c'est au niveau de la phase de la planification de la visite chez vous. Maintenant, lorsqu'on est vraiment rendu sur le site, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder si l'organisation a bien identifié les enjeux externes et internes qui lui sont propres. Donc, est-ce que l'organisation a fait une activité d'identification de ces enjeux-là? Si oui, est-ce qu'elle est en mesure de détecter les bons enjeux? Donc, de voir où elle avait des vulnérabilités. Par la suite, on va vérifier, est-ce que l'organisation, elle a pris soin de bien identifier les besoins et les attentes des parties intéressées? Donc, est-ce qu'elle a tenu des séances d'information? Est-ce qu'elle a fait un brainstorming à savoir qui était une partie intéressée pour son organisation? Puis, de quelle façon elle a pu déterminer c'était quoi les besoins? Ça peut être par des courts sondages, des rencontres. Troisième élément qu'on va vérifier dans le contexte d'organisation, c'est quelle est l'évaluation des risques de corruption qui a été effectuée par l'organisation. Donc, l'organisation, elle doit évaluer ces risques de corruption, puis elle doit identifier particulièrement ceux qui sont plus que faibles. Donc, à partir de matrices ou autres, elle peut identifier les risques lorsqu'elle met des choses en place. C'est quoi les risques résiduels? Qu'est-ce à quel endroit il y a encore des vulnérabilités? C'est là-dessus qu'elle doit travailler. C'est à ça qu'elle doit s'attaquer. Donc, nous, on va porter un jugement sur l'évaluation des risques de corruption que l'entreprise a fait, l'entreprise ou l'organisation. Maintenant, au niveau du leadership, on va rencontrer souvent la haute direction de l'entreprise.
On va regarder au niveau de la direction et de l'organe de gouvernance. C'est une particularité de la norme ISO 37001 par rapport aux autres normes ISO. On va inclure le conseil d'administration ou l'organe de gouvernance dans le système de gestion. Dans les autres normes, c'est souvent juste la haute direction qui est impliquée. Donc, on va regarder quel est le leadership exercé par la haute direction, quel est le leadership exercé par l'organe de gouvernance. On va regarder la politique anticorruption qui a été établie. Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle a été bien communiquée à toutes les parties prenantes qu'on a vérifiées à la CETAP précédente? Est-ce qu'elle a été bien communiquée aux employés de l'organisation? Puis, on va regarder aussi quel est le leadership exercé par la fonction de conformité anticorruption. Ça également, c'est une particularité à la norme ISO 37001, c'est que l'organisme doit déterminer une fonction de conformité anticorruption. Je donne un exemple. La haute direction peut identifier un vice-président ou un directeur principal, puis c'est lui qui fait office de fonction de conformité anticorruption. Donc, c'est lui qui est, au bout du compte, la personne qui est imputable du bon fonctionnement du système de gestion anticorruption. Maintenant, au niveau de la planification de l'organisation. Donc, l'organisation, elle a identifié des risques, elle a identifié ses parties prenantes, ses enjeux internes, ses enjeux externes. Maintenant, elle doit planifier des actions. Elle doit planifier des actions justement pour faire face à ces risques de corruption et ces opportunités d'amélioration. Donc, elle doit également déterminer des objectifs anticorruption. Donc, elle détermine tout d'abord ses actions qu'elle va mettre en œuvre. Par la suite, ses objectifs. Donc, elle va trouver des objectifs quantifiables anticorruption. Donc, ça peut être au niveau de sa ligne de signalement. Sur sa ligne de signalement, c'est quoi le pourcentage d'appels qui était pertinent. Elle peut également, c'est à elle d'identifier dans le fond les objectifs de anticorruption qu'elle veut suivre. Nous, on va aller vérifier si c'était des objectifs pertinents, puis est-ce qu'ils ont bien été suivis pendant l'année précédente ou exemple. Troisième élément de sa planification, détermination des actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Donc, lorsqu'elle a établi ses objectifs, elle va nous présenter, on a tel objectif, puis pour atteindre ces objectifs-là, voici de quelle façon nous allons procéder. Donc, maintenant, on va porter également un jugement en tant qu'auditeur sur les ressources qui ont été, les ressources qui sont affectées au système de gestion anticorruption. Donc, on va regarder de quelle façon l'organisme supporte ces ressources au niveau de la sensibilisation et de la formation en lien avec la lutte à la corruption. Donc, la formation, c'est vraiment si l'entreprise se développe des capsules, une capsule que tous les employés doivent écouter lorsqu'ils entrent en poste ou qu'ils doivent écouter à chaque année. Donc, vraiment une formation. Voici comment nous luttons contre la corruption chez nous. La sensibilisation, ça va être plus de vérifier de notre part de quelle façon l'organisme s'assure de garder les gens alertes face aux risques de corruption. Donc, est-ce qu'une fois par semaine, une rencontre hebdomadaire, on va leur faire un petit speech, un petit rappel sur les risques les plus fréquents de corruption selon leur département? Donc, nous, on va aller évaluer là, de quelle façon ces employés-là sont supportés au niveau sensibilisation et formation. Par la suite, on va vérifier au niveau des communications internes et externes. Donc, communication interne, de quelle façon l'organisation ou l'entreprise communique les enjeux relatifs à la corruption ou encore les événements récents. De quelle façon on va les communiquer à l'interne, puis de quelle façon on va les communiquer à l'externe. Donc, on comprend qu'il y a bien des enjeux de confidentialité là-dedans, mais on va aller voir quand même les mécanismes qui sont en place, puis de quelle manière ça s'opère. Le troisième élément, c'est beaucoup plus théorique. Là, on vérifie la maîtrise de la documentation du système. Donc, c'est comme tout système de gestion. Là, on doit avoir un système documentaire en place avec des mises à jour prévues, tout ça. Ça, c'est plus théorique. On va vérifier si c'est bien fait quand même. Au niveau de la réalisation des activités opérationnelles, on va aller voir comment les opérations sont planifiées et comment sont maîtrisées au sein de l'organisation. On va regarder les diligences raisonnables
face aux risques identifiés de corruption. Donc, à titre d'exemple, ça peut être la vérification d'antécédents judiciaires lors de l'embauche d'une personne. Ça, c'est grossier, ça peut être beaucoup plus pointu que ça. Mais nous, on va quand même aller voir c'est quoi les diligences raisonnables qui sont faites par l'entreprise. Donc, comme on a un système de gestion anticorruption, il faut qu'on essaie de diminuer le plus possible les risques de corruption à l'entrée. On va regarder les moyens de contrôle financier. Donc, les moyens de contrôle financier, ça peut être les pouvoirs d'approbation des contrats, des dépenses. Donc, c'est quoi les contrôles qui sont en place pour limiter au minimum les risques de corruption? Les moyens de contrôle anticorruption non financiers. Donc, ça peut être au niveau de la préqualification des sous-traitants, des fournisseurs. Donc, au lieu d'attendre d'avoir à gérer une situation de corruption, de collusion, on peut mettre plus d'efforts en amont en faisant une préqualification serrée de nos sous-traitants. Donc, les gens, on s'assure que les gens qui vont rentrer dans notre cercle, qui vont faire affaire avec nous, c'est des gens qui montrent patte blanche. On va regarder également par la suite l'engagement des partenaires commerciaux. Donc ça, on appelle ça souvent en jargon d'auditeur l'externalisation des processus. On va regarder de quelle manière l'organisation s'est assurée d'attacher ses partenaires commerciaux et des obliger à respecter leur système de gestion anticorruption. Par la suite, on va regarder qu'est-ce que l'organisation a mis en place pour le signalement des inquiétudes des employés ou des parties prenantes. Donc, est-ce qu'elle a mis une ligne de dénonciation anonyme, une plateforme web? De quelle façon elle a implanté ça? De quelle façon elle informe les gens que ça existe? De quelle façon elle gère les informations qui rentrent sur ces plateformes-là ou encore sur ces lignes téléphoniques? Dernier élément, on va regarder s'il y a vraiment des enquêtes, lorsque des inquiétudes qui s'avèrent fondées. Est-ce qu'il y a des enquêtes? Puis, de quelle façon c'est traité ultimement? Est-ce qu'il y a des sanctions envers ces fournisseurs-là? Est-ce que l'information est relayée à des organismes plus de type judiciaire, si on peut dire, lorsque c'est pertinent de le faire? Maintenant, lors de l'audit, on va également évaluer la performance du système et regarder de quelle façon l'organisme évalue ses propres performances. Donc, l'organisme est tenu de faire un audit interne. Donc, on va regarder si ça a été fait selon les règles de l'art, puis on va regarder si les résultats de l'audit sont probants. L'autre élément, on va regarder la revue de l'efficacité du système de gestion anticorruption auprès de la direction de l'organe de gouvernance, qui est souvent un conseil d'administration, et de la fonction de conformité anticorruption. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau, ce ne sera pas très long. Lorsqu'on parle de revue de l'efficacité du système de gestion anticorruption auprès de ces trois fonctions-là, c'est que à chaque année, ils doivent tenir une revue de direction, une revue de l'organe de gouvernance ou une revue de fonction de conformité anticorruption, où on va repasser, où ce que l'organisme va repasser tous les éléments importants. C'est quoi nos enjeux internes et externes? C'est quoi nos parties prenantes? Ils vont se pencher annuellement sur tous les éléments les plus importants de la norme. Puis, ils vont se questionner à savoir est-ce qu'on est toujours dans la bonne orientation ou si on doit réaligner le tir sur différents éléments. Exemple, il y a une nouvelle partie prenante qui est arrivée, on va venir l'ajouter dans le système. Donc, cet exercice-là, il est super important. C'est ça qui va assurer pas mal la boucle de l'amélioration continue de votre système. Puis, c'est important que ce soit fait aux trois niveaux pour que la direction, le CA, puis la fonction de conformité anticorruption soient vraiment alignés et poussent dans la même direction. Donc, on vient d'en parler un peu au niveau de l'amélioration continue du système de gestion anticorruption, comme dans tous les systèmes de gestion, là, ça nous prend une boucle d'amélioration continue. On va vérifier la prise en charge des non-conformités et des opportunités d'amélioration. Donc, lorsqu'on va arriver en entreprise, on va regarder par rapport aux non-conformités, opportunités d'amélioration qui ont été émises par des tierces parties, donc par des organismes externes, des ministères, par nous-mêmes l'année précédente, mais également les non-conformités et les opportunités d'amélioration qui ont été soulevées à l'interne lors de l'audit interne annuel ou lors d'autres rencontres. On va aller voir, nous, c'est quoi la prise en charge qui est faite. Donc, lorsque le système perçoit qu'il y a un élément qui met à risque l'organisation d'un point de vue corruption, est-ce que c'est pris en charge adéquatement? Est-ce qu'un plan d'action est mis en place
pour rétablir la situation, ou si c'est seulement inscrit, mais personne ne s'en occupe. C'est super important, cette portion-là de prise en charge par l'organisation de ces non-conformités, de ces opportunités d'amélioration pour s'assurer de garder les risques de corruption le plus bas possible. Maintenant, nous approchons de la conclusion. Nous avons 35 minutes de fait, on en avait prévu 50. Ça nous laissera peut-être un petit peu plus de temps pour la période de questions, et c'est pas grave. Au niveau de la conclusion, on mentionne pourquoi s'intéresser à la lutte à la corruption. Premier élément, prévenir les risques de corruption auxquels une organisation pourrait être associée. Améliorer la confiance des employés, des clients, des investisseurs, des partenaires commerciaux et du public. Et maintenir une image positive de l'organisation. Vous savez, une entreprise peut avoir un système de gestion anticorruption sans avoir de certification ISO 37001. C'est déjà très, très bien parce qu'elle a un outil en place pour s'aider. Par contre, lorsque on va chercher une certification, ça nous donne au niveau des parties prenantes, au niveau des gens, des organisations avec lesquelles on a des interrelations, ça vient peut-être mettre une perception d'un niveau comment on dirait ça, de conformité supplémentaire. Donc, ça va peut-être rassurer les parties avec qui on va faire affaire que notre système de gestion anticorruption ait réussi à passer à travers un processus d'audit et obtenir sa certification. Donc, quelles conséquences possibles si les moyens de contrôle anticorruption sont absents ou inadéquats au sein de notre organisation? Vous l'avez sûrement vu dans les médias là, dans les 10-15 dernières années, comme précédemment mentionné, il peut vraiment avoir un impact négatif sur la réputation de l'organisation. On a vu beaucoup d'organisations au Québec dans des domaines qui étaient plutôt liés construction et ingénierie, qui ont changé leur appellation dans les 10-15 dernières années parce que le nom de l'organisation traînait un peu un boulet de ce côté-là. La perte de partenaires commerciaux, qui est beaucoup lié au premier point, puis des enquêtes et des accusations criminelles. C'est des choses également qu'on a vécues au Québec là, dans les dernières années, malheureusement. Il y a un court texte de Engel Gurria, qui était secrétaire de l'OCDE de juin 2006 à mai 2021, qui vient, je pense, très bien résumer qu'est-ce qu'on a discuté dans les 35 dernières minutes. M. Gurria mentionnait « Respecter les lois anticorruption n'est pas une simple affaire de case à cocher. Il ne devrait pas préoccuper les entreprises qu'en cas de problème. Adopter une approche proactive de la conformité en mettant en place des contrôles stricts et en intégrant véritablement le respect des lois anticorruption dans la culture de l'organisation est le meilleur moyen de prévenir les actes de corruption avant qu'ils ne se produisent. » Donc, il faut vraiment, lorsqu'on embarque dans un processus d'implanter un système de gestion anticorruption et éventuellement de le faire certifier à la norme ISO 37001, il faut qu'on le fasse pour les bonnes raisons. Il faut que, à partir du haut de l'organisation jusqu'en bas, il faut que les gens y croient, il faut que les gens soient convaincus. Si on le fait seulement pour faire plaisir à quelqu'un ou pour avoir le papier sur le mur, on n'atteindra pas les buts parce qu'on ne réussira pas à implanter une culture éthique au sein de l'organisation. Puis le but premier, ça devrait être ça, c'est de vraiment implanter une culture éthique, puis ultimement d'obtenir sa certification. Donc, à retenir au niveau du BNQ, des normes et des certifications reconnues pour mettre de l'avant l'utilisation des meilleures pratiques, renforcer son image publique, favoriser un meilleur positionnement sur les marchés nationaux et internationaux. Comme on mentionnait plus tôt, le BNQ, on est là avec vous depuis plus de 60 ans maintenant. Donc, nous arrivons 10 minutes plus vite que prévu. Nous aurons plus de temps pour prendre vos questions s'il y a des questions. Je vais arrêter mon partage d'écran et à ce moment-là, vous allez pouvoir me voir pendant que je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention, messieurs, dames. Bien, merci à toi, Raphaël. Super intéressant. Tout d'abord, là, avant de passer à certaines questions qu'on a reçues qui sont excellentes, on a eu le commentaire là, par rapport au fait que dans certains cas, on parlait de système de management anticorruption, alors que dans d'autres cas, on parlait de système de gestion. Donc, pour être sûr là, que tout le monde est sur la même longueur d'onde, on réfère vraiment à la même chose.
Oui, c'est ça. C'est que du côté européen, on utilise beaucoup l'appellation management. Puis du côté québécois, on utilise plus l'appellation gestion, mais c'est exactement la même chose. Donc, tu as mentionné, Raphaël, que le système de gestion anticorruption pouvait être étendu à tout acte répréhensible, dont le harcèlement psychologique, sexuel, entre autres. On a deux bonnes questions, donc je te les lis, puis je te laisse ensuite là, répondre là-dessus. Donc, premièrement, pour une organisation qui a ajouté à son système de gestion anticorruption le harcèlement sexuel et le harcèlement psychologique, est-ce que ces aspects sont audités lors du processus de certification? Et dans un deuxième temps, quels sont les critères de la norme ISO 37001 qui s'appliquent au harcèlement sexuel ou psychologique? OK, c'est une très bonne question. Donc, non, lorsque vous le faites, si vous étirez votre système de gestion à ces éléments-là, harcèlement sexuel, psychologique, collusion, autres éléments, c'est pas audité par une partie externe. Donc, c'est pas audité par le Bureau de normalisation du Québec. C'est vraiment pour le bénéfice de l'organisation, pour avoir des meilleures retombées à l'interne de votre système de gestion. Mais par contre, nous, lorsqu'on se présente chez vous, il n'y aura aucune question en lien avec ces éléments-là et vous n'avez pas à nous les présenter. C'est vraiment à l'interne pour votre bon fonctionnement. Parfait. On demande aussi, est-ce que le système de gestion anticorruption est adapté à tout type d'entreprise, à toutes les tailles, à différents secteurs d'activité? Donc, quelle est ton opinion là, à ce sujet-là? Oui, c'est adapté à tout type d'entreprise, toute taille, toute activité. Dans le fond, c'est dans la section lorsqu'on va faire l'identification de nos risques de corruption. À partir du moment où notre organisation euh, peut être peut être affectée là, par des tentatives de corruption, à partir de ce moment-là, il devient pertinent d'avoir un système de gestion. Par contre, maintenir un système de gestion anticorruption, comme tout autre système de gestion, demande un minimum de ressources, autant au niveau de l'implantation que du maintien. Donc, c'est sûr qu'une entreprise, une petite PME, possiblement que ça pourrait être compliqué pour eux d'embarquer là-dedans, point de vue ressources humaines et financières. Par contre, à partir du moment où on atteint un, un certain niveau d'employés, comme les systèmes de gestion environnementale, tout ça, là, ça prend la même taille d'entreprise pour que ce soit rentable, si on peut dire, ou que ce soit profitable d'avoir un système de gestion. Je ne pourrais pas vous dire de nombre d'employés, mais c'est à partir du moment, lorsqu'on est vraiment une petite organisation, si on est 3 personnes, ben, le risque de corruption, il repose sur 3 personnes. Il y en a juste 3 qui peuvent être corrompus. Puis habituellement, s'ils sont juste 3, puis sont les 3 propriétaires, ils n'ont pas avantage à se faire corrompre. Donc, c'est à partir du moment où on n'a pas en temps réel une vision de tout. Là, ça commence à valoir la peine d'avoir un système de gestion, autant au niveau anticorruption qu'environnemental ou qualité. Est-ce que ça répond à vos questions? Bien, je crois que oui. Puis je rajouterais même là-dessus que, en fait, les normes, là, même sans certification, restent un outil pour que les entreprises là, puissent mettre en œuvre les meilleures pratiques. Donc, une norme, ça ne coûte pas nécessairement très cher, là, donc ça peut valoir la peine là, de s'inspirer de ce qui existe. On parle quand même ici, la norme ISO 37001, d'un consensus international là, entre plusieurs pays. Donc, c'est tout à l'intérêt là, des entreprises. On a également la question ici, est-ce que c'est l'organisation qui doit faire la demande pour obtenir une certification? Donc, la réponse est oui, mais j'aimerais, Raphaël, que tu détailles un petit peu plus le processus de certification pour une entreprise qui souhaiterait implanter et à la suite de ça, faire reconnaître là, son système de gestion et obtenir un certificat par un organisme de certification là, Oui, reconnu. je vais vous repartager mon écran. Ce sera pas très, très long. Je vais me préparer comme il faut pour pas que vous me voyez manipuler mes choses et avoir de la difficulté. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. OK, est-ce que vous voyez bien? Je présume que Oui, oui. oui, tout à fait. Magnifique. Donc, c'est ça, le processus est assez simple, le processus de certification. Les étapes, première chose, c'est une demande de certification. Donc, lorsque vous consultez notre site web ou lorsque vous nous contactez directement, il n'y a pas de problème, là. Mais si vous consultez notre site web, vous allez voir les normes offertes.
Puis, vous allez arriver à un certain endroit que ça va dire demande de certification. Vous pouvez cliquer à cet endroit-là. Puis, vous aurez un formulaire de demande là, qui vous apparaîtra. Donc, vous complétez le formulaire de demande pardon, de certification. Par la suite, ça va être indiqué là, qui le fait parvenir au Bureau de normalisation du Québec. À partir des informations qui apparaissent sur la demande de certification, donc la taille de l'entreprise, la nature des activités, le nombre d'employés, est-ce que c'est quart de jour, quart de nuit, quart de soir. On prend beaucoup de facteurs en compte. On va faire une soumission. On va vous envoyer une soumission là, avec les temps d'audit prévus et le coût pour un cycle de 3 ans. Puis, à partir de ce moment-là, si tout vous convient, on peut procéder à la signature d'un contrat de service. On vous ouvre un dossier au BNQ pour qu'on puisse commencer à travailler sur votre dossier. Par la suite, on va planifier ensemble là, à votre rythme les audits. On va délivrer un certificat suite à l'audit si l'audit est concluant. Puis, par la suite, on va faire des audits de maintien. Puis, un cycle d'audit, c'est 3 ans. Donc, un audit initial, un maintien 1, un maintien 2. Après ça, on tombe en recertification. Donc, on recommence le processus d'audit. Lorsqu'on implante un système de gestion, souvent, ça prend quand même un certain nombre de mois à l'implanter. Puis, avant que nous, on puisse aller l'auditer, c'est bien de le faire vivre un peu au sein de l'organisation. Donc, à partir du début de la démarche, avant qu'on se présente chez vous, le temps de l'implanter, le temps de le laisser vivre un peu, ça peut facilement prendre 1 an et demi. Fait que nous, dans le fond, on y va vraiment au moment où ce que vous vous sentez prêt à être audité, vous sentez que votre système de gestion est prêt à être audité. Donc, il n'y a pas de, c'est ça, il n'y a pas de pression de notre côté, là. C'est vraiment lorsque vous sentez que vous êtes prêt. Donc, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des audits préliminaires en amont là, pour se confirmer là, qu'on est sur la bonne voie ou c'est pas possible avec une certification de Dans le 37 fond, 000 heures? là, c'est à la phase là, de l'évaluation préliminaire documentaire. On est pour cette norme-là, elle est beaucoup plus, je vous dirais, beaucoup plus approfondie que pour d'autres normes. Donc, on demande énormément de documents. Fait que si l'entreprise nous est en mesure de nous transférer tous ces documents-là, puis que les documents sont satisfaisants, là, elle est définitivement prête à nous recevoir en audit. Parce que c'est ça. On en met plus que moins là, au niveau des demandes documentaires parce que c'est une norme qui est quand même un peu touchée. Super. On a une question ici qui demande, est-ce que tu aurais des exemples de politiques anticorruption là, pour inspirer les gens qui sont avec nous aujourd'hui? Euh, je pourrais, parce que vous savez, toute entreprise qui a une certification ISO, que ce soit 37001, 14001, 9001, sa politique, elle doit être publique. Donc, sa politique qualité en 9001, sa politique environnementale en 14001, sa politique anticorruption en 37001 doit être publique. Donc, je vous dirais, au Québec, actuellement, à ma connaissance, il y a Hydro-Québec et il y a la ville de Granby qui ont une certification ISO 37001. Donc, je ne les ai pas sous la main, les politiques, mais si vous allez sur leur site web, normalement, là, vous devriez tomber assez facilement dessus, donc, car elles doivent être publiques. Super, merci. Ici, bon, je vois. Est-ce possible pour les participants d'avoir le support de cette formation? Si on parle là, du support PowerPoint, oui, ça va être disponible là, comme vous aurez accès à l'enregistrement. Ici, est-ce que l'entreprise bénéficie d'un support de votre part lors de la préparation à l'audit? Ça, c'est une excellente question. Oui. Donc, nous, on ne peut pas être juge et partie, donc on ne peut pas faire de conseils à l'entreprise. Les gens peuvent, si on les ressources à l'interne, ils peuvent tout implanter leur système eux-mêmes et se préparer à l'audit. S'ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires, elles peuvent embaucher des consultants pour les aider dans leur préparation. Par contre, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de la phase d'évaluation des documents préparatoires, sans orienter l'entreprise,
on peut quand même identifier peut-être où il y a des petits trous. On ne peut pas dire quoi faire, on ne peut pas faire de recommandations, mais on peut quand même identifier et dire, oups, on a l'impression qu'il manque quelque chose à tel endroit. Donc, on est très, lors de la phase d'évaluation des documents, ça se fait d'une façon conviviale. Là. C'est pas, c'est plus avec, ben, c'est ça, ça se fait d'une façon conviviale. Donc, on vous donne l'information, on vous donne l'heure juste sans vous donner les solutions. Fait que c'est peut-être bien d'avoir au besoin un consultant. Parfait. C'est un peu ça l'intérêt aussi de faire affaire avec des organismes de certification qui ont des experts qualifiés pour aller vous auditer. Là. Donc, vous recevez quand même de l'information, comme tu le disais, par rapport à certains écarts. Là. Donc, ça peut être intéressant pour faire évoluer les pratiques des organisations dans le temps. Exactement. Nous, dans le fond, là, on va identifier les petits manquements, les petits trous qu'il y a dans le système, mais sans vous indiquer, c'est ça, sans vous indiquer comment y remédier, ni vous recommander quoi que ce soit. Mais on va bien vous identifier les endroits qui ont besoin d'un peu d'amour. C'est bien dit, c'est bien dit. Là, je vois qu'il n'y a plus nécessairement de questions. On peut attendre. Peut-être en tout cas, de mon côté, je te poserai la question suivante, Raphaël. Est-ce que le système de gestion anticorruption s'intègre facilement à d'autres systèmes de gestion? Tu en as nommé quelques-uns tout à l'heure, la qualité avec le ISO 9001, le 14001 pour l'environnement. Est-ce qu'il y a des systèmes de gestion qui s'adaptent mieux que d'autres à celui anticorruption? Malheureusement, ce n'est pas un système qui se marie très, très bien avec les autres systèmes. Et je vous dirais que dans une grande organisation, le mariage peut être fait là, lorsqu'on a beaucoup de ressources. Sinon, il y a peut-être la portion où on va revoir le système annuellement avec la haute direction, l'organe de gouvernance, tout ça. Ça peut être fait simultanément par différentes normes. Donc, on peut faire des petits mariages là, au niveau gestion pour une économie de temps au sein de l'organisation, mais c'est pas un. Si on prend l'exemple des systèmes ISO 14001, ISO 45001, qui sont environnement et santé sécurité, eux se marient très, très bien parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont des départements qui sont santé, sécurité et environnement. Donc, ces deux systèmes-là se marient bien, ils peuvent même être audités simultanément. Pour le 37001, en gestion d'entreprise, c'est un petit peu différent. Donc, super. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir terminer. Puis, vous allez recevoir un courriel là, très prochainement qui contient l'enregistrement. Vous aurez également là, les coordonnées au besoin là, si vous voulez nous contacter pour prendre plus d'informations ou si vous voulez là, peut-être mettre en place un plan pour obtenir une certification éventuellement. Donc, on sera disponible là, pour répondre à vos questions.